Et voilà, c'est avec ce sang imposant que nous entrons chez vous sans aucune forme de procès, sans aucune forme de modération, tout simplement parce que vous suivez le panier. Dames et messieurs, bonjour et bienvenue en cette tranche d'animation matinale, en cette deuxième journée de la 16e semaine de l'année 2024. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, de partout à travers l'Afrique, de partout à travers la République démocratique du Congo. Salutations particulières à ceux qui nous suivent depuis Popo Kabaka. Ouais, vous êtes à Popo Kabaka, vous nous suivez, nous vous saluons. Vous venez de vous réveiller, demandez à vos frères et sœurs qui sont en train de dormir jusqu'à maintenant, réveillez-les. Dites-leur que le panier a commencé. Aujourd'hui, le panier sera subdivisé en plusieurs rubriques. Pour la première rubrique, vous aurez droit à l'appel au salut. Vous aurez droit à la jeunesse. Vous aurez droit, je pense qu'au cours de cette antenne, nous allons parler diplomatie avec le consul de la République démocratique du Congo à Anvers, Pacifique Loabea, sera notre invité du jour. D'entrée de jeu, créature que nous sommes face à l'appel du Créateur, nous devons répondre présent. Et ce matin, nous allons répondre présent en écoutant son humble serviteur, le pasteur Alain Kalalachula, dans Appel au salut. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Alain Kalala. Alors je vous apporte encore un sujet ce matin qui s'intitule « Tu seras vu ». Alors mon exhortation va se baser sur ce sujet que j'intitule « Tu seras vu ». Le but poursuivi de ce message est de préparer le peuple de Dieu à la bénédiction qui arrivera bientôt dans nos vies, car je crois que Dieu vous visitera bientôt. Alors vous devez noter ceci. Ce que tu fais, fais-le bien et ne le fais pas en cachette, car on ne sait jamais. Ne prends pas à la légère toutes les occasions qui se présentent devant toi, car même 2 minutes seulement, peuvent influencer et changer la vie de quelqu'un. Peuvent influencer et changer l'histoire de quelqu'un, même 2 minutes seulement. Alors, raison pour laquelle, dans les occasions que tu vas trouver bientôt, alors ce que tu feras, fais-le bien, car tu ne sais jamais ce qui arrivera après ce que tu vas faire. Alors, notez ceci. Chaque fois que nous prêchons, chaque fois que nous parlons, il y a des gens qui nous regardent et il y a des gens qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas rater les occasions, encore les opportunités que le Seigneur nous donne dans la vie? La première des choses, nous devons chercher le savoir-faire dans ce que nous faisons et nous devons approfondir tout ce que nous faisons. Peut-être tu es un musicien, un commerçant, alors tu dois avoir la maîtrise de ce que tu fais afin que lorsque tu auras l'occasion de prester dans n'importe quel domaine, même pour 2 minutes seulement, que tu ne puisses pas rater ton but ou encore ta cible. Alors, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, deuxièmement, tu dois être fort, vaillant et guerrier. Ce qui veut dire, en grosso modo, être seulement courageux. Alors, troisièmement, il faut savoir comment parler. Alors, lorsque tu auras l'occasion de te tenir devant le peuple, en tout cas, gère bien ta langue, car par ta langue, tu peux toutefois t'ouvrir des portes, des bénédictions, ou encore, tu peux aussi te fermer certaines portes dans ta vie. Alors, enfin, tu dois savoir que Dieu soit avec toi. Lorsque tu auras les occasions de prester ou encore de démontrer ton talent, au-delà de tout ce que tu as comme talent, que le Seigneur soit avec toi et tu ne rateras pas ta cible. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais que nous puissions faire cette petite prière avec tout celui qui est en train de m'écouter. Alors, fermons nos yeux et prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire et Dieu de grâce, je m'en vais prier pour tout celui qui est en train de m'écouter en ce moment. Je sais qu'ils ont des talents, je sais qu'ils ont des dons. Alors, je sais que tu mettras des opportunités de bénédiction devant eux. Alors, lorsqu'ils auront à prester ou de faire quelque chose devant ton peuple, alors que ton onction les accompagne et leur ouvre
des portes de bénédiction. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Savoir saisir les opportunités, tout simplement parce que nous sommes à la 16e semaine de l'année 2024. Nous sommes évidemment au 107e jour. 259 jours nous séparent de l'année 2025 et nous, aujourd'hui, nous donnons aussi le devoir de saisir les opportunités. Puisque nous parlons d'opportunités, ce matin, j'ai l'opportunité de partager ce plateau avec cette belle dame de tous les matins, Christelle Tendo, à qui je dis bonjour. Bonjour Yves, c'est qui là? Ça va ce matin? Ouais, ça va, avec beaucoup d'énergie, comme il faudrait le dire. Et déjà, on est en train de nous dire qu'on doit saisir des opportunités. Et ma première parole, ce matin, c'est de dire qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité et les tout petits qui nous suivent doivent également profiter de cet instant pour saisir l'opportunité qui leur est offerte. Et évidemment, cette opportunité, c'est celle d'écouter Monsieur Pélican. Monsieur Pélican, dans la jeunesse d'aujourd'hui, nous emmène où? Alors, il nous amène dans cette découverte d'une richesse qu'on appelle le pétrole. C'est quoi le pétrole, Yves Sikila? Ah oui, Bah oui. Les Ozibos avec Monsieur Pélican. C'est quoi le pétrole? Les tout petits qui nous suivent, chaque matin à travers la rubrique jeunesse, vous avez le droit d'apprendre et des nouvelles connaissances. Et aujourd'hui, Monsieur Pélican, dans Les Ozibos, nous parle du pétrole. C'est quoi le pétrole dans la jeunesse? Protéger la planète avec les Ozibos, que le ciel reste bleu, les animaux heureux. Protège ta planète, garde bien ça en tête. Ensemble autour du monde, n'oublie pas une seconde. Protège ta planète. Bonjour Monsieur Pélican. Bonjour les enfants. Eh bien, il est temps de découvrir le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Oh, le climat et les énergies sur notre planète. Voilà qui promet d'être passionnant. Vous avez certainement entendu parler du pétrole. C'est un liquide huileux et épais. Eh bien, ce liquide s'est formé sous terre durant des milliers d'années. Oh, il est très utile dans notre vie de tous les jours. Mais hélas, il n'est pas bon pour notre planète. Moi, Oui, Ed? Monsieur Pélican, à quoi ça sert exactement le pétrole? Eh bien, mon petit Ed, le pétrole est devenu tellement précieux pour les hommes dans le monde d'aujourd'hui qu'on l'appelle souvent l'or noir. Le pétrole brut, après avoir été transformé dans les raffineries, permet de faire marcher les usines, de fabriquer de l'essence et tout un tas de choses dont on n'a même pas idée, comme des objets en plastique, des bouteilles et même des jouets. Oui, Fred? Mais alors, s'il est important pour les hommes, pourquoi il n'est pas bon pour la planète? En fait, Fred, ce n'est pas le pétrole le problème, mais plutôt ce qu'il devient après avoir été transformé par les voitures et les usines. Elles s'en servent pour fonctionner, puis le recrassent sous forme de gaz carbonique. Et ce gaz est dangereux car il pollue notre air, nous fait tousser et rend malade notre planète. Oui, Raja? On ne peut rien faire pour que ce gaz pollue moins. Ça aiderait notre planète. Il y a toujours quelque chose à faire, Raja. Il faut essayer d'utiliser moins de pétrole. Des scientifiques cherchent d'autres moyens de faire marcher nos machines. Mais en attendant, nous pouvons nous aussi faire des efforts pour aider la planète. Comme par exemple, laisser nos voitures se reposer et faire travailler nos jambes en préférant la marche à pied et le vélo. Il faut également utiliser moins de choses en plastique. Tous ces petits gestes rendront service à la Terre et elle nous remerciera en étant encore plus jolie. À présent, les enfants, j'aimerais vous poser une petite question sur notre sujet. À votre avis, les enfants, pourquoi le pétrole n'est pas bon pour notre planète? Il rend les voitures malades et leur donne le hockey. Il colle comme du caramel sur les vêtements. Ou bien, il sert à faire tourner le moteur des voitures et cela pollue l'air. Oui, Nelly? C'est le gaz qui sort des voitures et qui vient du pétrole qui pollue l'air. C'est bien cela.
Même si le pétrole est indispensable, il n'est pas très bon pour notre planète. Il faut donc trouver le moyen de le remplacer en utilisant d'autres énergies, comme l'électricité, la force du vent ou celle de nos petits mollets. Oh, tout cela est bon pour notre santé et celle de notre belle planète. La classe est finie. Vous êtes prêts à protéger notre planète? Merci, monsieur Pélican. Un pour tous et tous pour la planète. Protéger la planète avec les oiseaux. Que le ciel reste bleu, les animaux heureux. Apprendre que la terre, c'est aussi notre mère. Du pôle à l'équateur, l'océan en hauteur. Dans l'immense univers, à l'école de la vie. Enfants et parents, alors tous réunis. Faut protéger la planète. Protège ta planète, garde bien ça en tête. Ensemble pour du monde, n'oublie pas une seconde. Protège ta planète. C'est rythmé. Ouais. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi. C'est la dernière partie là que j'aime beaucoup. Ouais, le dans les- rythme. Alors, on a appris avec le tout petit, Ouais. c'est quoi le pétrole. Bon, Christelle Tendo. Oui, c'est très important. Il faudrait protéger la planète, mais aussi il faudrait protéger ses richesses qui nous permettent au fait d'avoir de ressources aussi financières. Christelle Tendo, Voilà. je suis malade. Bon, après, j'ai des courbatures, j'ai un peu de malaise. Bon, je me dis, bon, je vais prendre un produit, un produit pharmaceutique. Ouais, un produit pharmaceutique. Je vais prendre un produit pharmaceutique. Et aujourd'hui, on va parler de ce que pensent les téléspectateurs de L'automédication. l'automédication. Je pense que... Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec le corps humain. Pour que vous puissiez prendre deux médicaments, il faudrait d'abord aller chez un médecin. Il vous demande des examens à faire. Il vous consulte. C'est à lui maintenant de voir par rapport aux plaintes que vous avez présentées, de vous donner quel genre de médicaments qu'il faudrait pour votre santé. L'automédication, ça dit beaucoup de choses. Automédication, c'est la prise en charge des patients par eux-mêmes. Donc, il faudrait que, par rapport à la philosophie de notre pays, état comme les Congolais, la RDC, puisse prendre ses responsabilités. C'est ça la question, comment il répond cette œuvre. Et comment vous jugez des personnes qui prennent des médicaments sans pour autant consulter le médecin? C'est ça, Nous déplorons au jour le jour, c'est parce que chaque domaine, il y a des experts. L'expertise voudrait que dans un domaine où vous n'êtes pas habilité, vous devez consulter ceux qui sont des experts. Mais par rapport à des pratiques congolaises, les gens se rallient à des pratiques un peu sophistiques. Donc on ne consulte pas des gens qui sont habilités à faire en sorte que les gens soient traités. Et puis nous les condamnons au jour le jour. Donc l'automédication, donc la prise en charge, mais consulter les experts à la matière. Je pense que pour l'automédication, ils ont vraiment malamu te. Ils ont exposé biso na kufa. Ils ont malamu biso dans l'église à Molimo. L'église na biso soki mutu aye na mpeve longo loka liboso ava banda kosambela ye fa kota révélation ya mona ndezala lokola bokoti se laboratoire to bokoti se bo examiner soki boyebi eloko ezo déranger ndesi mabwandi ko traiter mais mutu oyo ana maladie tantôt ya typhoïde akesomba kisi ya malaria moni kazo bokola maladie za bomba retardement pona ngai na kosenga na l'état azwa prise en charge ya ba examen ipo ba congolais ba koma ko banga ake ko se faire examiner azo beta tamso machine ko comme se mbongo ebele mais avec appui ya l'état ya ministère de santé na biso tant mususu mutu nyonso ayebi ke soki na ke ezali ofele akoki ko se faire examiner pour biso so to tambola to zana maladie donc auto médicament ezali koleka kutu ata poison
moto mpona ngai yango wana l'État asala pena makasi mpo bakongole mingi bazokufa mpona komimela bakisi bango moko soki amoni ye grave nde akimi mbangu na hôpital mais ntango mosusu ekomaka trop tard. Je pense que bamama wana eza bato basalaka yango par ignorance. Yo oza médecin te oza infirmier te osala ata eloko mo exercice moko te ya biochimie ou bien ya science médicale. Okoma ozwa bakisi na sens na yo moko bayebisi nga boye banzete moko ebimi boye traita. Non, il faut avant okozwa wana o consulter nanu médecin nde akoki orienté jusqu'à maladie oyo oza nango po ozwa lobiko. Il faut ko consulter d'abord médecin. Automédication. Oyo kinzo tobokono. Luka munganga. Okoya komela bakisi et puis komi ba problème sous ba complication. Il faut tokeba. Oyebi ke bomo ezali na tina mingi. Oui. Et sengeli to veiller sur nini to sengeli kozwa pe lolenge nini sengeli kozwa. Kende na lombangu so oyo ki malamu te na centre de santé ezali pene na yo. Alors, kende na centre de santé ezali pene na yo. Aujourd'hui nous allons parler des jeunes qui se démarquent dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Il fait partie de ces jeunes qui se sont démarqués à travers leur parcours élogieux. Lui, on va le découvrir à travers ce portrait. Ambitieux, passionné et engagé, le jeune professeur Pacifique Loabea se façonne un parcours brillant et élogieux. Juriste de formation et de profession, il se distingue par son dévouement à l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. À seulement 35 ans d'âge, il a déjà accompli de nombreuses réalisations, tant sur le plan académique que professionnel. Né à Kinshasa le 21 juin 1988, Loabea Pacifique a grandi dans une famille aimante et éducatrice. Fils de M. Godefroy Stanislas Chimanga Wamutuabu Loabea et de Mme Louise Mukonkole Sapou, il est aîné d'une famille de 4 enfants. Dans une atmosphère chrétienne, sa famille lui a inculqué dès le bas âge des valeurs solides telles que la persévérance et la détermination. Il a œuvré pendant plusieurs années comme encadreur au groupe Kizito Anuarité et formateur des acolytes de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Sur le plan académique, Loabea Pacifique a réussi avec brio ses études. Il a obtenu un diplôme de licence en droit public de l'université de Kinshasa en 2011. Lui, qui avait bien avant décroché son diplôme d'État en latin philosophie à l'Institut du Mont-Amba 1 en 2006. En plus de son diplôme de licence en droit, Loabea Pacifique a également enrichi son parcours en obtenant 2 masters en droit de l'homme et droit international humanitaire à l'université de Kinshasa, faculté de droit et en développement international à l'université en coupe des études étrangères à Séoul, en Corée du Sud. Actuellement, Pacifique Loabea est détenteur d'un doctorat en droit public à l'université de Lille en France, dans la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Sa thèse porte sur la contribution de l'Union européenne à l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Sa poursuite d'études à un niveau aussi avancé témoigne de son engagement en faveur de la consolidation de l'état de droit dans son pays. Du professeur Pacifique Loabea Hippolyte, à qui nous allons dire bonjour d'ici peu. Nous allons le recevoir maintenant, à l'instant.
Christelle Tendo. Oui, on le reçoit, il faudrait dire que c'est non seulement qu'il est jeune, mais il a un sens élevé de responsabilité, même dans son engagement. Fidèle téléspectateur, c'est vrai que vous avez suivi son portrait, mais nous avons eu l'opportunité de lire son CV. Bonjour, professeur Pacifique. Bonjour, je suis qui là. On va vous appeler Excellence, professeur ou simplement Pacifique. 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 Voilà, l'humilité le caractérise. Donc, j'aimerais qu'on l'appelle professeur Excellence. Écoute, devenir professeur, c'est... ce n'est pas très facile. C'est pas facile. Alors, vous êtes professeur d'université en République démocratique du Congo et en France. En République démocratique du Congo, vous êtes dans quel établissement? Alors, je suis à l'Université catholique du Congo, où j'assure des enseignements de droit et pratique diplomatique en L3, c'est-à-dire 3e année de licence, sciences politiques, et droit international du travail en master 2, sciences politiques. Ah, ok. En master 2, sciences politiques. Mais aujourd'hui, vous êtes jeune, à 35 ans, comme venait de le signifier votre profil. À 35 ans seulement, comment ça vous fait, comment vous vous sentez dans cette peau de professeur, sans compter d'autres tâches? On commence d'abord par l'aspect professoral. Comment vous vous sentez? Alors, je me sens très bien dans ma peau, justement parce que ça a été un projet qui a été construit pendant plusieurs années. C'est un projet qui est construit dans une logique de sacrifice, parce que pour en arriver là, il a fallu beaucoup de sacrifices. J'ai commencé mes études au Congo, j'ai fait mes études à l'école, au groupe scolaire du Mwamba, justement. Après, j'ai fréquenté la faculté de droit de l'université de Kinshasa, où j'ai fait mes études de droit. Et après mes études de droit, j'ai fait une spécialisation, un master en droit de l'homme et justement le droit international humanitaire. Et en 2013, j'ai été dans le cadre de la continuité justement de mon projet professionnel. Je me suis, disons, exilé en Corée du Sud, où je suis allé faire un master en développement international. Et après ce master en Corée du Sud, je suis allé en France pour m'inscrire en thèse de doctorat. Et donc, comme je vous ai dit, c'était un projet qui a été construit. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que justement, voilà, il y a eu une certaine abnégation de ma part. Et c'est aujourd'hui une satisfaction de voir que, bon, voilà, on a pu atteindre, je vais aller dire, les premiers objectifs du projet, parce que ce n'est pas encore fini. Ah, ce n'est pas encore fini. Mais comment expliquer cette métamorphose? Ceux qui ont connu Pacifique durant sa jeunesse l'ont connu un grand footballeur et puis aujourd'hui un diplomate dans l'enseignement. Comment expliquer ces changements-là? Bon, vous savez, j'ai pratiqué le football quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le football. Mais mes parents n'ont pas été très enchantés de me voir continuer au football, justement parce que, bon, comme vous savez, chez nous, on a un peu cette difficulté de concilier football et études. Par manque de structure, mes parents ont pensé que je risquais de me perdre voilà, si j'empruntais les deux chemins. Il fallait choisir un chemin. Et donc, j'ai préféré choisir le chemin d'études et laisser le football. Donc, aujourd'hui, bon, voilà, ça a été très dur pour moi d'arrêter, mais en même temps, j'ai été très bien accompagné par mes parents, justement, qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Alors, diplomate, la diplomatie, bon, pour moi, la diplomatie, si vous voulez, ça fait partie d'une partie de moi. Une partie de moi, pourquoi? Parce qu'en droit, le droit est vaste. Ma spécialité en droit, c'est le droit international public. Et en droit international public, on a un aspect, le droit international ou le droit diplomatique, le droit consulaire. Donc, ce que je fais aujourd'hui dans la diplomatie, c'est en réalité, c'est que j'enseigne et c'est ce qui a fait l'objet de mes recherches pendant plusieurs années. Et donc cette mutation s'est justifiée justement parce que on est dans un ensemble justement composé de plusieurs disons les objectifs, et donc la diplomatie c'était l'un de mes objectifs. Travailler dans la diplomatie fait partie de mes objectifs. Alors, moi, je pars, vous êtes jeune, vous enseignez. Est-ce que dans ce milieu, vous remarquez aussi de plus jeunes Pacifiques que vous impactez ou vous influencez positivement et vous pensez qu'ils peuvent aussi devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes que nous influençons ou encore nous inspirons.
On ne cesse justement de nous remonter cela. Il y a des jeunes, je prends l'exemple de mes étudiants qui ne cessent de venir vers moi pour me poser des questions sur comment j'ai pu faire, moi, qu'est-ce qu'eux peuvent également faire. Voilà, il y a quand même une influence positive sur les jeunes. Maintenant, nous, en tant qu'encadreurs, parce que j'ai aussi été encadreur de jeunes, nous, en tant qu'encadreurs de jeunes, l'idée, c'est de pouvoir les aider, les encadrer, justement de leur dire, bon voilà, nous avions été comme vous, ce n'est pas un miracle que nous sommes arrivés là, c'est une préparation, et donc voilà, c'est aussi possible que vous soyez là. Donc, à travers des conseils, justement, on arrive à impacter. Voilà. Alors, à travers des conseils, vous arrivez à impacter. Alors, comment la jeunesse peut contribuer au développement de notre pays? Vous savez, le développement, c'est une question qui est vaste. Le développement comprend plusieurs aspects. On a le développement sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan humain. Alors moi, je prends le développement dans sa globalité. Aujourd'hui, moi, je pense, en tout cas, de l'expérience que j'ai, que après avoir étudié justement le système de développement de plusieurs États, l'investissement dans le capital humain est très important pour le développement d'un pays. Quand je parle d'investissement dans le capital humain, c'est la formation. Il faut, j'allais dire, travailler sur la formation des jeunes. Et ça, c'est important. Quand on dit formation, on ne voit pas que l'aspect quantitatif, on voit aussi l'aspect qualité. Une formation de qualité, mais une formation qui réponde aussi aux besoins du Congolais. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? On doit être en mesure aujourd'hui d'organiser des formations justement qui vont dans ce sens-là. Et donc, moi, je pense que comment les jeunes peuvent contribuer, c'est justement en investissant dans le jeune, en investissant dans les formations, pour qu'on en arrive là. Et à ce stade, j'aimerais souligner quelque chose. Nous avons l'impression, ça c'est un peu la tendance qui est répandue chez nous, que la formation ne s'arrête qu'à l'université, nous commence avec l'université. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Il faut avoir des écoles des métiers à côté pour orienter les gens. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des établissements tels que l'Institut national de préparation professionnelle qui peuvent être mobilisés. Qui est dirigé par M. Godefroy Stanislas Chimanga, à qui nous disons d'ailleurs bonjour. On garde certaines. Oui, alors, vous étiez en train de dire... Et donc voilà, j'étais en train de dire justement, il y a ces types d'établissements qui existent, qui peuvent orienter les jeunes. Donc la formation, elle peut être universitaire, elle peut aussi être une formation professionnelle. Donc investir dans ce secteur, moi je pense que c'est la clé pour le développement d'un État. Tout à fait. Voilà. Alors, on quitte de l'état d'encadreur, de scientifique, pour aller vers la diplomatie. Oui, vers la diplomatie. En 2018, la République démocratique du Congo avait fermé son consulat à Anvers, au royaume de la Belgique. Et bien avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi en 2019, il y a eu réouverture de ce consulat. Il y a eu également la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays, dans la Belgique et la République démocratique du Congo, sur plusieurs plans. Et finalement, on a désigné un nouveau consul. Et finalement, ce consul, c'est bien Monsieur Pacifique Loabea qui est ici présent. Alors aujourd'hui, la première question serait celle de savoir c'est quoi un consulat? Alors, j'ai tendance à simplifier, disons, la définition du consulat. Pour moi, le consulat, c'est la maison du Congolais, entre guillemets. Pourquoi je dis que c'est la maison du Congolais? Le consulat, en fait, c'est un service public, comme l'ambassade. Un service public congolais. Le consulat général d'Anvers, c'est un service public congolais à l'étranger. Alors, nous avons pour mission, nous, en tant que consul, ou nous, en tant que consulat, représentants du consulat, d'abord, d'un point de vue administratif, de pouvoir servir nos Congolais, ou nos compatriotes qui sont de l'autre côté, en Belgique, du moins, dans ma circonscription consulaire. Le service consiste en quoi? En la délivrance des passeports, en la légalisation des actes d'état civil et justement en l'octroi des visas aux étrangers qui veulent venir au Congo. Ça, c'est d'un point de vue administratif et consulaire. D'un point de vue économique et commercial, nous, notre objectif, c'est justement de pouvoir favoriser cette coopération économique et commerciale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Ça se fait à travers quoi? Ça se fait notamment, premièrement, à travers l'identification des accords qui existent entre les deux États. Justement, on fait un état de lieu de ces accords, voir où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment relancer ces accords de coopération, mais tout en ayant toujours un regard vers le pays, parce que justement,
le gouvernement a un plan. Il y a un plan du gouvernement et un programme du gouvernement qui est inspiré du programme du chef de l'État, de la vision du chef de l'État. Alors nous identifions les priorités pour le gouvernement aujourd'hui et nous utilisons ces leviers justement pour favoriser la relance des activités économiques et commerciales. Alors, oui. Alors il y a également un autre volet, c'est le volet scientifique et culturel. Nous sommes également là pour booster un peu cette coopération scientifique et culturelle avec le Royaume de Belgique et plus précisément avec les provinces qui font partie de notre circonscription consulaire. Voilà un peu nos quelques missions. Voilà, une année déjà, depuis que vous êtes là, est-ce qu'il y a des avancées? Quelles sont ces avancées? Est-ce qu'il y a des difficultés? Quelles sont ces difficultés? Partons déjà par la première mission qui est administrative. Et la deuxième question, est-ce que les Congolais sont encadrés aujourd'hui par vous? D'accord. Alors, une année déjà, des avancées, oui, il y a des avancées. La première année nous a permis justement de faire une étude de terrain, voir où est-ce que nous en sommes, quel est l'état, parce que comme vous l'avez dit, le consulat a été fermé depuis 2017 pratiquement, bon, fin 2017, début 2018. Nous sommes arrivés, on a voulu faire d'abord un état des lieux. Quels sont les problèmes concrets, qu'est-ce qui existe comme problème? On a travaillé pendant plusieurs mois, aussi bien avec les autorités locales et avec les autorités ici sur place. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un stade de déploiement de nos activités. Nous attendions la difficulté que nous avions avant de commencer effectivement les activités parce que le consulat était déjà ouvert en 2023. Il fallait attendre d'un point de vue administratif que les diplomates arrivent. Maintenant, les diplomates sont là, les activités sont déjà en cours. On a commencé un premier volet d'activité d'un point de vue économique et commercial. Nous sommes justement en contact avec des partenaires. On discute un peu avec des partenaires qui sont susceptibles justement d'être nos futurs investisseurs. Et puis d'un point de vue administratif, par rapport à nos compatriotes, nous sommes en train d'organiser ou nous sommes en train de préparer une journée porte ouverte qui finalement sera organisée au mois de mai lorsque je serai de retour d'ici là. Donc c'est au cours de cette journée porte ouverte que nous allons inviter les Congolais à venir d'abord découvrir leur maison, le consulat. Nous leur présenterons les différents services du consulat et on va leur expliquer le rôle d'un consulat. Parce que souvent, ce n'est pas, disons, quelque chose qui va de soi. La compréhension ne va pas de soi. Et puisque vous avez évoqué le rôle du consulat, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les véritables prérogatives d'un consulat, son rôle, quand est-ce que le consulat intervient? D'accord. Alors, je le disais tantôt qu'on a 3 volets en tout cas dans les fonctions qui nous sont confiées. Le volet administratif, comme je vous ai dit, c'est délivrer les passeports aux Congolais, légaliser leurs actes d'état civil, accorder justement les passeports, les visas aux étrangers qui veulent venir au Congo, qui répondent aux conditions. Mais à part ça, on a aussi un rôle de protection d'assistance consulaire. C'est-à-dire aujourd'hui, un Congolais qui a des problèmes avec la justice ou d'un point de vue pénal, par exemple, lorsqu'on arrête un Congolais, les autorités locales sont dans l'obligation, et c'est ce que prévoit la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ils ont l'obligation de nous informer de la présence ou de la détention du Congolais. Et le Congolais qui est détenu a le droit de demander aux autorités locales de pouvoir bénéficier de notre assistance. Notre assistance concrètement peut consister en quoi? En la mise à la disposition du Congolais, par exemple, d'un avocat qui doit suivre son dossier. Notre assistance peut aussi consister en quoi? On peut prodiguer des conseils au Congolais. Comment il peut se comporter, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ça, c'est le rôle d'assistance. Un autre rôle d'assistance, c'est par exemple, je prends les cas d'un Congolais qui décède. On doit rapatrier son corps au pays qui décède dans notre circonscription. Nous sommes là et justement pour faciliter ce rapatriement des corps des Congolais vers ici. Et pour ce faire, on travaille avec des associations. Il y a des structures déjà qui travaillent dans ce secteur-là. On a eu une réunion avec une structure qui est dans ce secteur, justement pour mettre en place un plan vraiment d'assistance consulaire concernant la question du rapatriement. Donc voilà un peu de manière synthétique, ce qu'on peut avoir, ce que je peux donner comme mission. Est-ce que vous êtes accessible? Parce que ce que vous dites là, c'est vraiment la vraie mission. Théorique, mais en pratique, est-ce que vous êtes accessible? Est-ce que vous avez à pombater? Est-ce que vous êtes des serviteurs ou vous vous servez de ces postes? Parce que le Congolais se plaignent. Moi, je me dis, il est jeune, il est dynamique, il a de la compétence, il a de la connaissance. Mais en pratique, est-ce que vous servez les Congolais? Très bien, merci pour la question.
La question, le service, c'est vrai que ça fait partie de notre, en tout cas, ça fait partie de nos priorités. Nous avions défini des slogans, du moins, dans le cadre justement des missions qui sont le nôtre. Okay. On parle du SAC, c'est le service, accessibilité, célérité. Ok. Le service pour nous, c'est vraiment être là pour les Congolais. Nous ne sommes pas là pour, disons-le, mener la vie dure aux Congolais. On est là d'abord comme étant les représentants des Congolais. Nous sommes là pour les accueillir. L'accessibilité, nous l'avions défini, en tout cas prendra plusieurs formes. Nous avons nos plateformes qui sont en train d'être développées. Il y a un site internet, on communiquera d'ailleurs cela aux Congolais quand on va les recevoir lors de la séance porte ouverte. Oui. Il y a un site internet qui est déjà opérationnel. Qui est déjà opérationnel, mais qui est en cours, voilà, qui est opérationnel, mais on travaille là-dessus. Okay. On va le communiquer publiquement lors de la journée porte ouverte. Le site internet est là, c'est le moyen, le canal par lequel ils peuvent être informés de tout ce que nous faisons comme information, enfin, comme activité. Il y a un numéro de téléphone qui sera là de manière permanente, du moins qui répondra de manière permanente, parce que souvent les Congolais, nos compatriotes nous reprochent le fait que sur vos sites internet, vous mettez des numéros, mais quand on les appelle, ça ne passe pas. Voilà, donc l'idée c'est que nous travaillons là-dessus pour que le numéro soit accessible. Une adresse mail. Il y a une adresse mail par laquelle on peut nous contacter, justement. À part le site internet, il y a les réseaux sociaux. X, réseau X, il y a TikTok, Facebook, TikTok. Instagram, voilà. Nous serons très actifs sur toutes ces plateformes, justement pour être proche du Congolais. Alors, en interne maintenant, quand vous arrivez au consulat, il y a un service d'accueil qui est là, qui est prévu justement pour vous mettre à l'aise. Et nous avions prévu, nous, un espace, allez, disons, une famille qui arrive au consulat pour l'une ou l'autre possibilité ou formalité administrative. On vient avec des enfants, on a quand même prévu un espace jeu pour enfants. Ah, ok. C'est bien réfléchi. Voilà, pour que les enfants ne s'ennuient pas, ils ont un espace jeu. Au premier niveau de notre bâtiment, nous avions prévu justement une salle de conférence et d'accueil. À chaque fois qu'il y a conférence, soit à chaque fois que l'on veut accueillir les Congolais, on peut les accueillir dans cette salle-là. Et donc, on a prévu comme ça des activités de convivialité. Il ne faudrait pas que le consulat soit une forteresse pour les Congolais. L'accessibilité, vraiment, j'allais dire, c'est notre priorité. Oui, puisque vous avez également évoqué cette histoire des passeports. Combien de temps prend-il l'élaboration ou l'impression d'un passeport? Ok. Alors, moyennement, nous communiquons aux usagers que le délai de traitement, moyennement, c'est 45 jours. Moyennement. Mais c'est sans compter sur le fait que aujourd'hui, il y a eu quand même quelques difficultés techniques. En tout cas, il y a eu beaucoup de difficultés techniques parce que les passeports ne se produisent pas là-bas. En Belgique, ça se produit ici. Donc, quand les Congolais font de demande, nous envoyons la demande ici à la centrale. C'est à la centrale que cela est produit. Alors, il y a eu quelques difficultés techniques, justement, avec des machines, et c'est une question qui est en train d'être résolue aujourd'hui pour que, finalement, le service soit optimal. Donc, moyennement, le délai qu'on fixe, c'est 45 jours, mais qui est susceptible d'être, justement, revu en fonction des soucis techniques que l'on peut rencontrer ici. Voilà, parlons de la diplomatie culturelle, parce que vous avez aussi cette mission de promotion du patrimoine culturel congolais. Généralement, dans vos consuls, entre guillemets, des attachés culturels, ce sont vos frères, ce sont vos nièces, ce sont vos amis. Ce sont des personnes qui répondent réellement au profil. Voilà. Est-ce que ce sont des personnes qui répondent réellement au profil? Parce que la dimension de la culture, c'est l'étendard, en fait, de l'image de cette nation. Alors, déjà pour répondre, est-ce que ce sont nos frères? Non, ça ne peut pas être nos frères, justement, parce que moi, en tant que chef de mission, je n'ai pas dans mes compétences cette compétence de désigner un attaché culturel. Donc, ça se fait au niveau du ministre. C'est le ministre qui choisit, qui envoie en mission les diplomates. Donc, voilà. Est-ce que les tâches, en réalité, côté culturel, sont réalisées? Voilà. Nous sommes partis de cette optique que l'aspect culturel, c'est un aspect très important pour nous. On ne peut pas parler de développement sans culture. Et pour ce faire, nous avions mis en place un programme culturel. Un programme culturel qui consiste d'une part à vendre notre culture à nos partenaires et d'autre part à, du moins, intégrer nos partenaires dans ce programme culturel. Je peux prendre... Moi, j'ai été en Corée du Sud, j'ai fait mes études, j'ai fait mon master en Corée du Sud. Aujourd'hui, le développement sud-coréen n'est pas qu'un développement économique, c'est aussi un développement culturel. Tout à fait. La musique coréenne
à une certaine époque, a eu de l'influence dans l'Asie du Sud-Est. Oui. Mais il n'y a pas que la musique, parce que la musique, c'est un aspect de la culture. Il y a les films, le cinéma. Voilà, le film, le cinéma, il y a même les mets. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec une association qui est tenue par une Congolaise qui fait la promotion de nos mets. Voilà. Nos mets. Donc l'idée, c'est de pouvoir inciter également nos partenaires à connaître un peu nos mets. Oui. Et à travers la culture, nous pouvons... voilà, la culture, j'allais dire, la culture, c'est une porte d'investissement. Tout à fait. Une fois que la culture est bien vendue, soyez sûr que les gens ont tendance à vouloir venir au Congo. Alors, puisque vous avez parlé aussi d'une ouverture, parlons du sens d'ouverture. Est-ce que vous, en tant que consul, il existe une proximité entre vous et la population congolaise vivant en Belgique? Alors, oui, moi en tant que consul, nous sommes venus avec un autre paradigme. Le paradigme, c'est que je ne suis pas consul que pour être dans le bureau et signer les documents. Je suis consul pour être proche des Congolais. Après, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas que je m'y mixe dans le travail de mes collaborateurs. Il ne faut pas non plus être trop encombrant pour les collaborateurs. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être proche des Congolais, être visible quand on reçoit des Congolais, être là, les saluer, connaître leurs problèmes. Et après, justement, éviter justement qu'il puisse exister cette barrière entre, d'une part, le consul et d'autre part, les usagers. Non, ça, ce n'est pas une politique, une logique dans laquelle nous voulons nous inscrire. Voilà. Alors, il y a une interdépendance entre le consul et l'ambassade, généralement. Et comment ça se passe chez vous? Est-ce que le climat est assaini, apaisé et avec un très bonne question. Alors, l'ambassade et le consulat sont des services publics congolais à l'étranger. Il n'y a pas de lien, on peut dire, administratif entre nous. Il n'y a pas de rapport hiérarchique, il n'y a pas de lien. Les deux missions sont, du moins, la mission diplomatique et le poste consulaire sont régis par les textes d'un point de vue de droit. L'ambassade est régie par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 61. Le consulat est régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 63. On a tous des missions, allez, disons-le, différenciées. Mais il n'est pas exclu, par exemple, que, en l'absence d'un consulat, que l'ambassade joue le rôle, en réalité, ou exerce les fonctions d'un consul, ou d'un consulat. Voilà. Mais maintenant, d'un point de vue, disons-le, de collaboration, nous sommes tous des services d'un même pays. On se doit de collaborer. Donc nous sommes dans cette logique de collaboration, de partage d'informations. L'ambassadeur Christian Dongala, c'est une personne que je connais, avec qui on travaille très bien. Donc humainement parlant, tout se passe bien. On est dans la collaboration, on est dans le cadre de l'échange d'informations. Parce qu'on ne veut pas s'inscrire dans cette logique de tiraillement qui ne servent pas grand-chose à la nation. Voilà. Alors on va chuter. Je pense que la dernière question serait celle de savoir... qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de vous en tant que consul à Anvers? Alors, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de nous ou de moi en tant que consul à Anvers? La première des choses, c'est l'amélioration du service côté consulaire. La réduction de délai d'attente pour les actes d'état civil. Quand on veut légaliser un document, il faut réduire considérablement les délais d'attente. Quand on fait une demande de passeport, on fera de notre mieux pour traiter la demande de manière accélérée. Et autre chose, c'est au niveau de l'information. Nous nous sommes engagés à les tenir régulièrement informés de nos activités. Parce que l'information parfois pose problème. Souvent, nos compatriotes n'ont pas la bonne information. Et ils ne savent pas où avoir l'information. Et donc c'est comme ça qu'on a développé un système d'information par la newsletter, à travers notamment les adresses, parce qu'on va identifier les Congolais au préalable. On va savoir quels sont les Congolais de notre circonscription, connaître leurs adresses et justement communiquer régulièrement avec. Puisque vous avez parlé d'identification de Congolais, une question m'est venue en tête, cette histoire des combattants. Comment vous les gérez? Bon, les combattants, avant d'être combattants, c'est d'abord nos compatriotes. C'est nos compatriotes qui ont justement des préoccupations. Les téléspectateurs voudront à ce que vous parliez en lingala, surtout en matière yamaramboba combattant. Alors, nous avons dit que les combattants, nous avons dit qu'on a biso, tous a ennemité. Biso tous a on a pu représenter.
Alors, bazana ba revendication, c'est qui est normal, parce que tout Congolais a droit à la revendication. Si Bisso, en tant que représentant, il y a Congolais dans la circonscription de Bisso, projet de Bisso, il y a pour Tchabango à l'aise, dans le sens que Tokobe Nabango, Baya, Tosolola, à chaque fois qu'ils ont des revendications, comme ça, tout ça là, ensemble, c'est qu'on peut faire. Ça, c'est le plus important, parce que le grand problème, c'est l'absence, il y a dialogue. Ceux qui dialoguent, ils ont des préjugés. Alors, Bisso, il dit que, dans la revendication, Baye, Tovandi, Tosololi, total ensemble, c'est qu'on peut faire. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de chercher à entrer en contact avec ces combattants? Alors, le travail qui est en train d'être fait actuellement, comme je vous ai dit, c'est l'identification de toutes ces structures, des associations et tout. Alors, nous attendons, on a eu un premier rapport, parce qu'on a une section qui s'en occupe, la section scientifique et culturelle, qui nous a proposé un premier rapport. Alors, j'attends un deuxième rapport à la fin de ce mois. Une fois qu'on a identifié toutes les structures, en ce moment, lors de la porte ouverte, on invite les structures, on échange avec. Voilà. Alors, comment on a que Bilingue Penza énergie Zali? Oui, Bilingue énergie Zama et Belé. Alors, nous espérons que dans les années futures, nous allons lever très haut l'étendard de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, celle que nous aimons tant. Merci au professeur Pacifique Loabert. Merci à vous, merci Christelle. À cause de moi, moi, Yasukate, Nandinga. Oh, Bolobi, Makamba culture, je peux pas y aller. Conseil là, Koloba, Mounorambo, Kanavango. Alors, un dernier mot, si on peut le dire, pour ce plateau. Alors, un dernier mot, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Yves Christelle pour cet honneur. Vous m'aviez offert cet espace. Merci à vous. Merci parce que, justement, c'est un canal par lequel, justement, on a commencé notre première communication. Oui. Et donc, voilà, je ne peux que vous souhaiter plein succès dans votre travail. Merci. Et je pense que ce n'est pas... C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. En tout cas, à chaque fois que vous serez en République démocratique du Congo, en passage ou en vacances, n'hésitez pas de passer, vous serez toujours bien accueillis. D'accord. Même si vous avez besoin de nous inviter, on peut venir. Ah ouais. Ah, merci. Alors, Christelle Deno, moi, j'accompagne l'excellence. Oui, moi, je garde la maison, je suis gardienne du temps. Tu gardes la maison en souhaitant un joyeux anniversaire? Bien sûr. Voilà, on continue. Joyeux anniversaire à vous, Toebike Bobo Tami et Belé. Le temps que Yves est en train d'accompagner notre invité, la gardienne du temple est là et vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, est-ce que... Happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Today it's your birthday. Sometimes you think you are lonely, but there are so many good friends. The words you really need, that someone will say, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Today it's your birthday, birthday. Today it's your birthday. Sometimes you think you are lonely, but there are so many good friends. The
that someone will say happy birthday, happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Happy birthday, happy birthday. Today it's your birthday. Today it's your birthday, birthday. Today it's your birthday. Today. Happy Voilà, Redempo, et joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à Élisée Kazadi Ilunga. Joyeux anniversaire à qui aussi Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'anniversaire. Bénédicte Mabunda doit avoir des anniversaires. Yarambangu, Yarumbangu, Pesaka anniversaire. Alors, Bénédicte Mabunda, bonjour, ça va? Bonjour, merci. Alors, les anniversaires d'aujourd'hui. Ah, les anniversaires, on va dire que je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à ma grande sœur aînée, ma sœur aînée. Donc, Nafi Mabunda qui nous suit depuis la ville de Matadi, mais aussi un joyeux anniversaire à Nesta Kondé, à Manel Batouli, en tout cas à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci Bénédicte Mabunda. Bon, après, exclusivement, c'était juste pour les anniversaires. Merci à Christelle Tendo. Merci Yves Sikila. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Depuis 6 heures juste, nous étions en direct. On va se retrouver la semaine prochaine avec la même énergie, la même positivité. Surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais. On se retrouve lundi.